Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais faire un récapitulatif de l'ensemble de la situation sanitaire mais aussi géostratégique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En effet, on assiste à ce que je pourrais appeler une tempête parfaite, a perfect storm, comme on dit, selon le film qui a été fait, dont le titre était A Perfect Storm. Qu'est-ce que c'est qu'une perfect storm, une tempête parfaite? C'est la fusion de trois ouragans ou de trois cyclones qui n'en forment plus qu'un et qui, plutôt que de proposer des vents entre 120 et 140 km/h, se mettent à souffler à 180 à 200 km/h, voire 220 km/h. Inutile de vous dire que ça rase tout sur son passage et qu'il faut reconstruire la totalité derrière, tant est que tout est détruit. Et aujourd'hui, nous avons trois cyclones qui se présentent à nous. C'est d'abord une crise sanitaire, c'est ensuite une crise financière et c'est enfin une crise politique / médiatique. Je les assimile et vous comprendrez pourquoi dans un instant. Mais partons avec la crise sanitaire. Les recherches que je fais me montrent qu'un nombre croissant de scientifiques, au-delà de comprendre que nous ne sommes pas immunisés malgré le fait que nous ayons eu la maladie pour 20 à 35% d'entre nous, car je rappelle une chose toute simple, c'est que le coronavirus n'est autre qu'un virus de la même famille que le rhume saisonnier que nous attrapons tous à l'occasion. Et vous aurez bien compris, le rhume, nous développons une immunité passagère qui nous permet de nous débarrasser du rhume, mais l'année prochaine, vous le réattrapez. Et l'année suivante encore. Et c'est la même chose pour la grippe. La grippe, vous l'attrapez, vous faites une immunité, elle est viable. Là, c'est plutôt des mutations qui provoquent des changements et qui vous la fait réattraper. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que le laboratoire de virologie de Wuhan a déjà, par l'intermédiaire de Madame Shi Zhengli en 2013, publié des recherches sur le fait d'allier des recherches sur le virus corona et d'allier différents types de virus les uns avec les autres pour leur permettre de franchir plus facilement la barrière des espèces. Encore une fois, je doute beaucoup que ce soit développé, que ça ait été développé pour des applications militaires. Non, ce sont des applications scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre le virus, son cycle métabolique, etc. Et elle a publié des recherches sur des coronavirus passant la barrière des espèces, donc des virus purement synthétiques, fabriqués. Et il est probable, d'après beaucoup de ces chercheurs, que le laboratoire de virologie de Wuhan, qui avait en premier lieu été fabriqué avec des ingénieurs et des architectes français, puis le mandat des architectes français a été transmis à un autre bureau d'architecture en Chine directement, et que vraisemblablement certaines des mesures de sécurité indispensables à la construction de ce type de laboratoire n'aient pas été respectées. D'où, sans volonté de nuire absolument, je l'espère, c'est à vous de tirer les conclusions que vous avez envie de tirer, la fuite du virus. De plus en plus de scientifiques s'accordent à dire que c'est vraiment vraisemblablement ce qui s'est passé. Et je vous rappelle quand même une chose, c'est que nos amis chinois, il y a 50 ou 60 ans, n'avaient pratiquement aucune route goudronnée. Ils travaillaient un peu comme nous étions, nous, à la Renaissance. Ce qui veut dire une chose, c'est que nous-mêmes occidentaux avons acquis une culture basée sur le principe de précaution et une culture qui fait en sorte que quand on fabrique un laboratoire, on a vu les dégâts que peuvent causer à travers une personne comme Marie Curie qui se baladait avec un morceau de radium dans la poche et qui vraisemblablement, je dirais pas en est morte immédiatement, mais suite à une irradiation systématique
systématique a eu des dégâts massifs. Nous avons, nous, dans notre culture, ce souci de la sécurité. Or, en Chine, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le souci de la sécurité, mais ça n'est pas dans leur culture. Ils sont passés de la Renaissance à l'époque moderne en l'espace de quelques années. Et rien qu'à ce titre, il est clair qu'ils nous ont exposés de par leur manque de systématique, ils nous ont exposés à un risque majeur. D'autre part, Monsieur Simon Wayne Hobson dit dans une publication dans Nature, qui est quand même une des références, que si le type de virus dont parlait Madame Shi Zhengli venait à s'échapper dans la nature, donc des virus construits auxquels les êtres vivants n'ont jamais été exposés jusqu'ici, personne ne pourrait en prévoir ni l'issue ni la trajectoire. Et encore une fois, ce sont des gens qui sont des maîtres, des spécialistes dans leur domaine qui viennent vous parler de cette façon. Donc, la crise sanitaire qui s'annonce pourrait bien durer 1 année, 2 ans, voire continuer, car en effet, l'immunité sociale sur laquelle compte bon nombre de gouvernements pour nous faire redémarrer nos économies a des chances de ne jamais arriver. À savoir que si 30% des personnes testées n'ont pas une immunité solide après 2 à 3 mois après avoir développé la maladie, c'est qu'il est possible que le SARS-CoV-2 non seulement mute, mais en plus fasse en sorte que notre immunité ne tienne pas très longtemps. Voilà, c'est grave, j'y reviendrai. Maintenant, la crise financière. Alors, la crise financière, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'exemple des marchés. Vous voyez des marchés qui font le yo-yo, mais qui montent facilement de 8 ou 10%. Alors que nous avons environ 30% de la population américaine, prenons l'exemple des États-Unis, qui est au chômage, soit à un niveau qui est proche de celui de la Grande Dépression de 1928-1929. Or, comment voulez-vous que les marchés montent alors que les gens ne travaillent pas, que les infrastructures sont laissées en jachère au repos, donc représentent du capital immobilisé, que vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose de totalement artificiel. Vous vous rendez bien compte que la loi du marché, dans un marché libre, est dirigée par l'offre et la demande. Donc ça veut dire que quand des gens achètent, le marché monte, et quand des gens n'achètent pas ou vendent, le marché descend. Et c'est un équilibre 50-50. Quand 50,1% des gens pensent que ça va monter, ça monte jusqu'au niveau où l'équilibre est atteint. Et puis, dès qu'il y a 49,9% des gens qui pensent que ça risque que ça va monter, immédiatement le prix descend jusqu'au niveau d'ajustement. Donc aujourd'hui, pour faire monter les marchés, comment est-ce que les gouvernements s'y prennent? Comment est-ce que les banques centrales et les gouvernements, dans leur copinage anticonstitutionnel, s'y prennent? C'est assez simple. Aujourd'hui, vous avez le Trésor américain qui reçoit de l'argent de la fausse monnaie quelque part, puisque c'est la planche à billets, c'est la Banque fédérale, donc la Fed aux États-Unis, qui produit le cash nécessaire. Et le Trésor américain se porte acquéreur à travers BlackRock, qui est utilisé pour faire le trading, de tous les titres du marché. Donc dès que le marché descend, on achète. Et ça fait remonter les cours. Donc au-delà du fait que ça tue la rémunération du risque que prennent des investisseurs, ça vous montre que les hausses sont totalement artificielles. J'irai même plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Nos amis de BlackRock, qui sont donc les traders, qui sont connus pour leur ETF, donc les Exchange Traded Funds, et qui sont vraisemblablement le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète aujourd'hui, autant en long only que en long short, etc. Bref, ils utilisent toutes les techniques possibles et imaginables pour trader sur les marchés. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils voient les marchés descendre. Et ils ont de gros fonds
comme je dis, c'est un des plus gros gestionnaires d'actifs de la planète. Donc, ils achètent le marché. Et ils le font en toute confiance parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'à donner un petit coup de sifflet en direction du Trésor américain pour recevoir à travers eux l'argent de la Banque fédérale. Donc, ça veut dire qu'ils achètent le marché quand le marché est tout en bas. Ils donnent un petit coup de sifflet. On a besoin de cash, s'il vous plaît, pour faire remonter le marché qui est en train de s'effondrer. Immédiatement, ils rachètent de façon globale l'ensemble du marché et le marché remonte de 5, 8, voire 10%, et là, ils vendent leurs titres en priorité. Alors évidemment, ils se gavent parce qu'ils ont fait le spread, c'est-à-dire de 10% entre le moment où ils ont commencé à acheter, le moment où la Banque fédérale, par le Trésor américain, injecte l'argent dans le marché, et le moment où on a pris 10%. Là, ils vendent leurs titres. Ils le vendent, ils en profitent pour dégager leurs titres, c'est une évidence. Le marché se remet à chuter. Et puis, quand on est à moins 5, moins 8, moins 10%, eh bien là, petit coup de sifflet, on a de nouveau besoin de cash pour faire remonter le marché. Et ils font ça de façon systématique, yo-yo. Les clients de BlackRock aujourd'hui, ils doivent être contents, parce que ils se font le spread, ils se font la marge de chaque mouvement. Et c'est exactement, pour faire simple, ce qui est en train de se passer. C'est accessible à tout le monde et la plupart des financiers vont se réfugier, vous savez, dans des explications très complexes en utilisant des termes abscons dans un sabile inintelligible pour l'ensemble des populations, alors que les mécanismes sous-jacents sont d'une simplicité enfantine. Et ça amène le Trésor américain à devenir le plus gros détenteur, le plus gros acquéreur de pans entiers de l'économie privée. Et ça, voyez-vous, c'est une prise de contrôle des économies privées qui va potentiellement nous mener à une réelle dictature. Parce que c'est vrai que quand le Trésor américain, donc les politiques, auront pris le contrôle d'une bonne partie des grosses sociétés, ils en feront absolument ce qu'ils veulent. Et ça, pour ma part, je suis terrorisé par les effets, les conséquences d'une nationalisation effective de pans entiers de l'économie privée. D'autre part, il y a un certain nombre de coïncidences qui, pour moi, ne peuvent pas en être. Je vous donne juste un exemple. Trump arrive au pouvoir il y a quelques années maintenant et se rend tout de suite compte que les Chinois abusent du fait qu'ils ont un marché intérieur, donc ils n'ont pas besoin de corréler leur monnaie avec les monnaies comme le dollar, l'euro ou autres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les investisseurs occidentaux qui ont de gros capitaux, je parle des caisses de pension, je parle des grandes banques, tous les Goldman Sachs, les JP Morgan, mais aussi les BNP Paribas, Crédit Agricole Inde Suez, etc., vont pouvoir investir en Chine et chaque fois qu'ils investissent $1, ils ont pour $2 d'actifs derrière. Donc pour $1, $2. Pourquoi? Parce que en comparaison des autres monnaies, le yen est sous-évalué de façon grossière. La monnaie chinoise est sous-évaluée. Et ça permet de déplacer les centres de production et les compétences qui y sont liées en Chine. C'est comme ça que les Chinois ont financé leur croissance pendant toutes ces dernières années, donc à nos dépens. Et arrive Trump. Trump qui comprend un peu le business, je ne sais pas s'il comprend la politique, mais en tout cas il comprend le business. Il a été un businessman toute sa vie. Donc il va dire aux Chinois, écoutez les Chinois, maintenant vous allez vous arranger pour avoir une parité de votre monnaie avec les autres monnaies de la planète. Donc vous ne pourrez plus vous amuser à accueillir $1 et à donner pour $2 d'actifs. Les Chinois peuvent le faire parce que quand on a un marché intérieur qui n'est pas dépendant du reste du monde, on s'en fiche un peu, ça ne va pas changer le pouvoir d'achat, ça ne changera rien à l'intérieur. Et l'ami Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit maintenant, je veux un level playing field, comme on l'appelle, c'est-à-dire je veux les mêmes règles qui s'appliquent à l'ensemble. Et je vous laisse jusqu'au 29 février à minuit pour signer un accord qui préserve l'équilibre de la valeur de votre monnaie avec celle des autres.
Et les Chinois, qui sont quand même très intelligents, soyons clairs, ce sont de bons businessmen, signent la convention le 29 février à 11h du soir, ou à peu près. Parce qu'ils savent une chose, c'est que s'ils n'ont pas les débouchés commerciaux que nous représentons, que l'Europe représente, que les États-Unis représentent, l'Australie, etc., eh bien, ils ont une espérance de vie en termes économiques qui est extrêmement faible. Évidemment, ça limite leur capacité de croissance. Ça veut dire que le Parti communiste chinois est tout d'un coup très ennuyé parce que plutôt que d'avoir une croissance énorme comme celle qu'ils ont connue ces 20 ou 30 dernières années, ils vont devoir jouer sur un terrain qui n'est pas biaisé en leur faveur. Et comme par hasard, quelques mois ou années plus tard, mais des mois dans ce cas de figure, arrive le virus SARS-CoV-2 qui décime la planète. Qui la décime pas encore au niveau sanitaire, quoique, mais qui la décime en tout cas au niveau économique, parce que ça met un arrêt total à ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, c'est le perfect storm, parce que vous avez la crise sanitaire qui va venir maintenant s'ajouter à une crise économique. Donc, moi, ce type de coïncidence, j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est orchestré. Non pas dans un but délibéré, je n'ai pas la théorie du complot, mais dans un but qui est de finalement ne faire que répéter ce que l'évolution de la vie nous a imposé jusqu'ici. C'est-à-dire que quand une niche écologique se libère, une espèce en profite. Si une niche économique ou politique se libère, ou qu'elle est tout d'un coup plus accessible comme on avait l'habitude de l'utiliser à l'image de ce que je viens de vous décrire pour la Chine, eh bien on va la reconquérir d'une autre façon. Donc on peut encore une fois pas reprocher aux gens de se comporter comme ça, c'est bien de cette façon que l'histoire de la vie nous a amenés à évoluer depuis à peu près 4,7 milliards d'années. Donc ça c'est pour la partie, je dirais, économique. Maintenant, pour la partie politique. La partie politique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est administré au niveau des structures politiques et économiques par des gérants. Les gérants, on en a besoin, c'est des gens que je respecte beaucoup, mais la plupart du temps, ils ont fait de grandes écoles, des universités, où on leur met en tête un processus. Et il est le même pour toutes les personnes qui sortent de ces universités. On apprend tous qu'il faut travailler à flux tendu parce qu'on ne veut pas de stock. En effet, des matières premières ou des stocks immobilisés sont du capital immobilisé qui ne rapporte rien, tout comme un avion qui ne vole pas, il ne rapporte pas. Il se détériore, il faut l'entretenir, mais il ne rapporte pas. Et tous nos braves étudiants à l'heure actuelle apprennent strictement la même chose. Ce qui veut dire qu'on a une économie qui n'a aucune résilience, parce que on n'a pas de stock, ce qu'on appelle le supply chain, la chaîne d'approvisionnement travaille en flux tendu. Donc ça veut dire que si tout d'un coup on manque d'un précurseur pour un médicament, toute la chaîne s'arrête, on n'a plus le médicament en question, pour donner l'exemple dans le domaine de la médecine. Mais le problème, c'est que, comme je le dis, nous sommes administrés par des gérants. Et aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, nous avons besoin de leaders. Et la différence entre un gérant et un leader, c'est qu'un leader, il est capable de prendre des décisions à partir d'informations incomplètes. C'est-à-dire qu'il est capable d'apprécier un certain nombre de faits, de les converger dans son cerveau pour en faire quelque chose d'intelligible et être capable de prendre des décisions. Or, aujourd'hui, notre système politique est incapable de prendre les décisions qui s'imposent pour préserver la santé publique, mais au-delà de ça, pour préserver vos économies, nos économies. Parce que si on fait... Je rappelle que l'origine des économies, c'est quand même le travail des êtres humains. Si les êtres humains ne peuvent plus travailler, l'économie s'effondre. Or, je pense qu'on n'a pas pris les mesures qui s'imposaient dès le début de la crise. Et ça, c'est absolument dramatique, parce qu'on a des gérants qui appliquent un processus, j'allais presque dire qui laissent le cerveau à la maison, qui laissent cette intelligence que tous les êtres humains
ont, qui est cette intelligence basée sur une perception un peu instinctive de ce qui est en train de se passer. Et c'est absolument gravissime, parce que c'est ce qui nous coûte aujourd'hui la problématique que nous avons. Et j'aimerais ici citer Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où Nelson Mandela a été élu à la tête de l'Afrique du Sud. Le conflit était majeur entre blancs et noirs. Et comme par hasard, c'était l'année où se disputait la Coupe du monde du rugby dans leur pays. Et je me souviens toujours, j'ai assisté à la chose en direct, j'ai eu cette chance. Et Nelson Mandela, évidemment, venait de se faire élire. Et tous les Noirs sud-africains détestaient l'équipe nationale de rugby, qui s'appelle les Springboks. Et ces Springboks étaient vraiment honnis de la population noire. Et Nelson Mandela a pris la décision de les, entre guillemets, réhabiliter contre son parti, c'est-à-dire que l'ensemble de son parti lui a dit « Mais attention, Nelson, si tu fais ça, tu auras toute la population à dos. » Et il a répondu « Vous savez, on n'est pas là pour créer la division, il faut que nous nous unissions, noirs, blancs, dans une seule nation. » Et, je le cite, il a dit que, en tant que dirigeant élu, c'était à lui, à moi, qu'il revient de prendre ce risque. Et si, le jour où je ne serai plus capable de le faire, je ne serai plus digne de diriger ma nation. Et ça, c'est un leader qui comprend, au-delà de l'arbre qui cache la forêt, qu'il faut s'unir, qu'il faut faire ce qui est dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre. Et aujourd'hui, nos leaders politiques sont complètement incapables de ça. Ils sortent tous des grandes écoles, ce sont des gens brillants, je me permets de le dire, brillants, mais qui ne sont pas adaptés à la situation dans laquelle vous êtes, je suis, nous sommes. C'est comme ça. Et le prix que nous allons payer pour ça est dramatique. Donc les politiques, et toutes les grandes institutions qui sont censées nous protéger sont exactement à la même enseigne. Je pense évidemment au WHO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le World Health Organization, qui est dirigé donc par le Dr Tedros, qui a été ministre de la Santé en Afrique, qui a aujourd'hui un budget qui est de l'ordre de 3,5, 4 milliards de dollars environ. Les chiffres sont difficiles à trouver. Et qui est un instrument de propagande utilisé par toutes les personnes qui sont censées vous mettre à l'abri et vous donner les informations qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Et chaque fois que vous allez sur YouTube, sur Facebook, Twitter, enfin tous les grands médias sociaux, eh bien, vous voyez de façon systématique leur propagande apparaître, alors que si vous observez véritablement ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, je donne juste un exemple, Taïwan. Taïwan, qui est une des sociétés, un des pays, quand je dis société, un des peuples qui réagit le mieux et qui fait le mieux par rapport à ce qu'il faut faire pour protéger ses populations, donc par effet rebond son économie, n'est même pas pour des raisons politiques, parce que autorisé à rejoindre le WHO, l'OMS. Mais c'est insensé. Encore une fois, il faut vous réveiller et comprendre qu'il y a une sorte de prise de pouvoir de nos dirigeants, des organisations qui sont censées nous servir, et que des organisations financières, je ne parle pas que de l'OMS, et que tout ça pourrait bien déboucher sur une dictature où vous allez perdre les plus élémentaires de vos libertés. Et la seule chose qui pourrait permettre de faire changer cet état de fait, c'est les réseaux sociaux. Parce que les gens qui prévoient ou qui, j'allais dire, organisent le scénario ou qui en sont victimes, n'ont pas prévu une chose, c'est que tous les grands à-coups évolutifs de l'histoire de la vie se sont faits autour de la communication. Et aujourd'hui,
Une personne, à mon exemple, peut communiquer avec des dizaines de milliers d'autres et rendre attentif à ce qui est en train de se passer. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'écoute nécessaire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais le fait est que nous communiquons et que malgré la quarantaine, le fait que vous soyez immobilisé chez vous, et ça fait partie du scénario du perfect storm, parce que il est bien clair que vous ne pouvez pas descendre dans la rue compte tenu de la maladie. Il est bien clair que vous êtes confiné. Et c'est encore une fois une des meilleures façons de vous manipuler et de vous empêcher d'exprimer votre liberté, d'aller requérir votre droit à l'information, de préserver vos libertés. Donc, ce que je dis simplement, c'est que les médias ne font pas leur travail, ils ne vous informent pas, mais pas par mauvaise volonté. Je suis sûr qu'ils le font ou qu'ils ne vous informent pas parce qu'ils sont pris dans leur systématique de fonctionnement de travail. Bien sûr qu'ils défendent des intérêts économiques, bien sûr qu'ils défendent des intérêts politiques ou idéologiques, c'est évident. Mais je crois que c'est surtout parce qu'ils sont formatés dans les écoles de journalisme, dans les universités qu'ils ont fréquentées, pour travailler tous finalement de la même façon. Ils cherchent le scoop plutôt que de regarder ce qui est vraiment important et ce qui se trame en toile de fond. En fait, ils vous abreuvent de problèmes par rapport au manque de masques, d'équipements de protection pour les médecins, pour le personnel soignant. Oui, mais ce faisant, ils vous présentent un arbre qui masque la forêt. Et ce qui se trame en toile de fond est quelque chose d'absolument fou à l'heure actuelle. Ça n'est pas très difficile à comprendre. Les mécanismes fondamentaux sont simples. Et aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de tisser quelques liens entre ces différents mécanismes. Je reviendrai sur chacun des points dans les vidéos futures. Je vous remercie de votre aimable attention. Paix à tous les citoyens de cette planète. Paix à vous. Peace out.